D'abord, je voulais féliciter les jeunes collègues qui organisent cette journée, les féliciter pour leur liberté de penser, qu'ils ont bien plus que les collègues de la génération précédente, dont je fais partie. Donc continuez, et je souhaite que vous deveniez mandarin le plus vite possible, sans changer néanmoins. Alors, donc, on s'est proposé de discuter pendant un quart d'heure, 20 minutes, de la question suivante: quelle place pour la physiologie dans l'étude des maladies de l'âme? Alors, je vais être un peu en ligne avec la présentation de Michel Bitbol qui vient juste d'avoir lieu, en sachant que je ne suis pas philosophe du tout. Je suis psychiatre et scientifique, statisticien, et donc je vais dire beaucoup de bêtises. Alors, de but en blanc, la physiologie n'a rien à dire pour l'étude des maladies de l'âme. C'est dans l'étymologie. Hein, il y a la physique qui étudie la nature. D'ailleurs, enfin, c'est étymologique, hein, la physique étudie la nature. En fait, traditionnellement, on dit la physique étudie la nature inanimée et la biologie étudie les êtres vivants. Et puis la psychologie étudie la pensée. Et donc la physiologie fait partie de la biologie. La physiologie s'intéresse aux êtres vivants. La physiologie n'a rien à voir avec la pensée, c'est le domaine des psychologues. Donc voilà. Alors bien sûr, sociologiquement, on constate que ça n'est pas le cas. Et donc c'est la deuxième question qui se pose. Finalement, pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Alors bien sûr, vous me direz, c'est plus compliqué. Il n'y a pas une physique, il n'y a pas une biologie, il n'y a pas une psychologie. Encore que, je suis allé voir les sections du Conseil national des universités. Vous savez, c'est ça qui définit un peu les disciplines dans notre pays. Il y a une psychologie, il y a une section de psychologie. Il y a 7 sections de physique, 3 de chimie. L'astronomie, la physique des solides, physique des particules, etc. Vous avez 6 sections de biologie. Alors c'est intéressant, vous avez biochimie et biologie moléculaire, biologie cellulaire, physiologie, biologie des organismes, biologie des populations et écologie. Vous voyez, on va du plus microscopique vivant au plus gros vivant. Et puis vous avez les neurosciences à côté. C'est déjà un premier bug épistémologique. Les neurosciences sont là, dans le domaine de la biologie, à côté de cette belle pyramide qui va du micro au macro. Et la psychologie, donc vous avez une seule section. Vous avez d'ailleurs une seule section, elle est dans le même groupe que la philosophie et la sociologie. Et au passage, vous avez une section d'épistémologie qui est avec les STAPS, c'est-à-dire le sport et tout ça. Et qui n'est pas dans le groupe de la philosophie. Alors, donc voilà. Alors, bien sûr, on peut revenir à la physique. Finalement, alors, qu'est-ce que la physique? Finalement, qu'est-ce qu'elle étudie? Eh bien, tout le monde n'est pas vraiment d'accord. Et il y a même des gens... Alors, vous savez, on parlait de philosophie tout à l'heure. Galilée disait aussi que la nature s'écrit en mathématiques. Mais d'ailleurs, c'est faux. La biologie ne s'écrit pas en mathématiques. Vous voyez? Et la psychologie non plus. Et en fait, ça serait la physique qui s'écrit en mathématiques par définition. En fait, la physique, ça serait ce qui est dans la nature s'écrit en mathématiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la physique se serait séparée de la chimie, parce que la chimie ne s'écrit pas en mathématiques. Et d'ailleurs, du coup, au fur et à mesure que la chimie se mathématise, hop, elle rentre dans la physique. C'est une piste, c'est pas une réalité, mais c'est une piste intéressante. Alors après, la biologie, au sens large, ça étudie les êtres vivants, mais c'est quoi la vie? Ben, vous savez qu'on ne sait pas définir ce qu'est la vie. Il y a plein de définitions qui sont d'ailleurs, en général, de plus en plus, j'allais dire anthropocentriques, c'est pas le mot, terracentriques, quoi. C'est-à-dire que, en gros, la vie telle que définie par les biologistes, c'est les cellules que l'on rencontre sur Terre. Ce qui, je trouve, est choquant, quoi. C'est-à-dire, par exemple, il ne pourrait y avoir aucune vie numérique. C'est une aporie dans la bouche des biologistes, ce qui, je trouve, est un peu problématique. Alors, et puis en psychologie, c'est l'étude de la pensée, mais c'est quoi la pensée? Alors là, c'est encore pire que la vie. Il y a des définitions aussi, mais personne n'est d'accord. Et donc, du coup, il y a un flou intégral, il y a un flou épistémologique. Si la biologie s'intéresse à la vie,
la psychologie à l'esprit et la physique à ce qui est mathématisé, et qu'on ne sait pas ce que c'est que la vie et la pensée, du coup c'est le bazar, et du coup il y a tout le monde fait un peu n'importe quoi. Et donc vous auriez de la physiologie qui s'intéresse à la pensée, alors qu'il n'y a aucune légitimité. Et donc on pourrait dire que, non, soyons raisonnables, la matière inanimée, la vie, la pensée, même si on ne sait pas le définir, dans notre expérience de la vie de tous les jours, on voit ce que c'est, on voit ce que c'est le vivant, on voit ce que c'est la pensée, même si c'est flou, on sait très bien qu'on pense tous, parce qu'on se le dit. Donc c'est différent, donc il y a des ontologies différentes, il y a des professionnels différents. Un chercheur en biologie, ça n'a rien à voir avec un chercheur en physique théorique, ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir avec un psychanalyste. En termes d'humanité, ce ne sont pas les mêmes êtres humains. Quand vous dînez à table le soir avec eux, le dîner ne se passe pas pareil. Donc ce sont des professionnels et des cultures différentes. Alors bien sûr, il y a des solutions de continuité, il y a la biochimie. Mais c'est fondamentalement différent. Alors, vous me direz, oui, mais quand même en pratique, la physiologie, ça dit quand même des choses. On a vu des présentations tout à l'heure où la physiologie, ça nous a dit des choses sur les maladies mentales, donc quelque part sur les maladies de l'âme. Donc, dire que c'est séparé, c'est un peu une position abrupte, très théorique. Dans la réalité, c'est pas ça. Alors on pourrait dire oui, certes, donc effectivement, il y a les neurosciences cognitives, c'est ça dont on parle aujourd'hui, quand on parle de physiologie appliquée aux maladies mentales, en fait souvent c'est des neurosciences cognitives, qui est d'ailleurs une espèce d'objet bizarre, composite, puisque cognitif, on est dans le champ de la psychologie, c'est le sujet pensant en tant que système traitant une information, donc on est dans la psychologie, alors que neurosciences, c'est du côté du cerveau, et on mélange les deux. Et on va dire on mélange les deux, pourquoi? Parce que c'est de l'opportunisme académique ou épistémologique. C'est parce qu'aujourd'hui, quand on met neurotruc, on a plus d'argent et on est plus écouté. Donc du coup, on fait des neurosciences cognitives. Comme ça marche mieux. Alors c'est un peu vrai, mais quand même, c'est un peu gonflé. Quand même, c'est un peu gonflé. Il faut être honnête, l'imagerie apporte quelque chose aux sciences cognitives. C'est difficile de dire le contraire. Alors pourquoi? Alors là, je vais faire un tout petit coq à l'âne en parlant de thermodynamique et d'entropie. Vous allez voir que ça va être, comme justement c'est complètement différent, vous allez voir en fait comment on peut mélanger, pas des épistémologies, mais des façons de voir la réalité, et qu'elles se complètent. Elles se mettent en synergie. Elles s'apportent quelque chose. Donc, vous savez, il y a une loi en thermodynamique, une loi importante qui est la conservation de l'énergie. Donc l'énergie se conserve. Énergie et travail et tout ça, voilà, ça marche très bien. Sauf que ça ne dit pas le fait que dans la vraie vie de tous les jours, eh bien, la bonne énergie diminue, inéluctablement. C'est-à-dire, quand vous jouez au billard, vous envoyez une bille de billard contre une bande, dès qu'elle a tapé la bande, sa vitesse diminue. Et c'est inéluctable. Et c'est toujours comme ça. Si vous voulez conserver de la bonne énergie, l'énergie utile, il faut toujours faire apporter plus de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dépense tant d'énergie. Et donc ça a interpellé beaucoup les physiciens de savoir qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Et ils ont inventé, au sens même propre du terme, ce qu'ils appellent une fonction d'état, c'est-à-dire une fonction qui dépend de l'état du système, qui est en gros la chaleur divisée par la température. Et ils montrent que ça, eh bien, quand on a un cycle réversible, alors ça ne bouge pas, mais que dès que c'est irréversible, mais ça augmente. Et donc, inéluctablement, comme dans la vie, rien n'est réversible, eh bien, inéluctablement, cette fonction d'état augmente, et ils ont appelé ça entropie, et ça leur a bien aidé à avancer la pensée thermodynamique et à aider les ingénieurs à construire des frigos, des moteurs à explosion, à savoir quand le rendement thermique le rendement énergétique était le meilleur dans un moteur à explosion, etc., etc. Donc voilà. Alors, mais c'est assez mystérieux cette histoire d'entropie. Et puis vous avez des gens qui se sont dit, oui, mais finalement la matière, ce sont des petits atomes, en fait, qui ricochent les uns contre les autres. Et ces atomes, on a plus ou moins d'informations sur comment ils sont. Et je vais définir, donc,
la probabilité des états possibles de ces atomes, et si je fais sigma des PI log de PI, en sommant sur l'ensemble des atomes, j'ai un truc, et on se rend compte que c'est la même chose que l'entropie. Et donc, en le formalisant comme ça, on retrouve un résultat macroscopique, mais tout d'un coup, ça l'éclaire différemment. On se dit, tiens, finalement, l'entropie, c'est aussi ça. Et cette façon de calculer l'énergie, l'entropie, ça va donner un nouveau souffle à la thermodynamique. Ça va lui permettre d'avancer. Mais ça ne change rien au problème des ingénieurs. Les ingénieurs ont toujours besoin de construire des moteurs avec un rendement énergétique très positif. Hein. Et eux, ils s'en fichent que ça soit sigma des pays, log de pays, et qu'il y ait des atomes dans un réfrigérateur. Ce n'est pas leur problème. C'est que le réfrigérateur consomme peu d'énergie. Donc on voit que en physique, il y a des... alors, ce n'est pas des épistémologies différentes, en tout cas, j'en suis pas sûr, mais c'est des points de vue différents sur la nature de la réalité qui s'éclairent de façon complémentaire. On triangule, quoi. On apporte du sens et de l'efficacité technologique. Alors, on pourrait dire que la physiologie et l'étude des maladies de l'âme, c'est un peu pareil, ça triangule. D'ailleurs, en pratique, on le sent bien comme ça. Sauf que c'est pas pareil, c'est que là, pour le coup, entre physiologie et étude des maladies de l'âme, on a un vrai problème ontologique, pour le coup, qui est relatif au dualisme. C'est que dans un cas, la physiologie, ça s'intéresse au cerveau, alors que les maladies de l'âme, la psychiatrie, la psychologie s'intéresse à l'esprit. Or, vous savez que c'est une tarte à la crème qu'on a bien du mal à recoller les morceaux. Hein. Et même au XXIe siècle, finalement, comment on fait en neurosciences cognitives pour recoller les morceaux de l'esprit et du corps? Ben justement, c'est le paradigme cognitif. C'est finalement l'esprit sait traiter une information. Or, le cerveau est un ordinateur. Il traite une information, donc le cerveau est en bijection avec la pensée. C'est ça qui se passe. Alors, le problème, c'est que de la même façon que dans un article de recherche en biologie, on ne définit jamais le vivant, dans un article de recherche en psychiatrie ou en psychologie, on ne définit jamais ce qu'est la pensée. On considère que c'est évident, que c'est implicite, alors que ça ne l'est pas, naturellement. Hein. Et on devrait chaque fois rappeler que je vais parler, dans la discussion de mon papier, je vais parler du sujet pensant, de la schizophrénie, du trouble anxieux, des attaques de panique, etc., ce qui a à voir avec l'expérience vécue d'un sujet pensant, mais en fait, je vais faire ça à partir d'une représentation du sujet pensant qui est comme un système traitant une information. Il faudrait le dire. Parce que le problème, c'est que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et que même, pour beaucoup d'entre nous, c'est choquant. C'est choquant, c'est-à-dire, beaucoup d'entre nous ne reconnaissent pas qu'ils sont un système traitant une information. Hein? Et je dirais même, c'est d'autant plus dommage que nos patients, en général, ne veulent pas être considérés comme des systèmes traitant une information. Et que si la science est dérive comme ça, et que les jeunes psychiatres et les vieux psychiatres les voient comme ça, eh bien, ils ne vont pas être contents. Donc là, ce n'est pas qu'un problème épistémologique, c'est un problème de soin. Alors, comment on se sort de ça? On se sort de ça d'abord en disant qu'il n'y a pas de raison de penser que c'est une évidence que un sujet pensant, c'est un système traitant l'information. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, pourquoi c'est pas forcément ça? Et c'est une vraie question. En quoi un humain ne se réduit-il pas à un système traitant une information? Eh bien, en fait, pour une raison évidente, c'est que quand on dit ça, on considère que l'information est première et que l'humain est second. On considère que dans la vie, il y a une réalité qui envoie des informations et que nous sommes là, nous recevons ces informations et qu'on les traite. Nous sommes seconds, la réalité est première. Or, rien ne dit que ce postulat tient la route. Et même dans notre expérience de la vie, on peut considérer que nous sommes premiers. On est là, dans cette pièce, on voit des choses, mais on sait absolument rien de ce que c'est. Et après tout, la seule chose dont je suis sûr, c'est que je suis là et que je vois des choses. Mais ce que sont les choses, je n'en sais rien. Et donc du coup, cette réalité qui m'enverrait des informations, ça ne va pas de soi de dire qu'elle préexiste par rapport à moi. Et même plutôt, l'expérience subjective de la vie, c'est le contraire.
Donc on peut penser la réalité du sujet pensant de façon différente. Alors vous me direz, mais comment on peut faire de la science avec ça? Comment on peut penser ça? Eh bien, il y a des gens qui ont trouvé, alors il y a des philosophes qui ont trouvé, hein, mais je trouve qu'ils sont difficilement compréhensibles. L'œuvre d'art, ce sont des artistes qui ont apporté une réponse à cette question. Des artistes, des producteurs de films. Le film s'appelle Matrix. Beaucoup d'entre vous ont vu ce film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une histoire un peu compliquée où des ordinateurs emprisonnent les humains et c'est comme s'ils les mettaient sous anesthésie générale et puis ils leur mettent un masque de réalité virtuelle, etc. Et puis plein de choses qui font que quand l'humain se réveille, il a l'impression de vivre dans la réalité, sauf qu'il vit dans une réalité fabriquée par les ordinateurs. Et donc les humains vivent dans la matrice qui est cet univers imaginaire. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en dehors de cette réalité imaginaire fabriquée par les ordinateurs, il y a un vrai monde. Et donc il se passe plein de choses. Et les films, puisqu'il y en a 3, sont vraiment très bien faits. Eh bien, on peut dire qu'en fait, nous, sujets pensants, nous vivons dans la matrice fabriquée par notre cerveau. Notre cerveau fabrique une matrice. Et en fait, nous sommes dedans. Nous vivons dans un monde fabriqué par notre cerveau. Puisque les couleurs, c'est lui qui les fabrique, tout est fabriqué par notre cerveau. Et nous, sujets pensants, sommes coincés dedans. Et alors, comme on peut parler entre nous, en fait, nos cerveaux se synchronisent et nous fabriquons à peu près la même matrice. Et donc, du coup, comme c'est à peu près la même, on a l'impression qu'elle existe vraiment. Mais en fait, on n'en sait rien. Et vous savez qu'il y a plein de gens qui disent qu'on ne sait rien de la réalité et que c'est un fantasme, que c'est inéluctablement inaccessible. Alors, ce qui est drôle là-dedans, et ça rejoint avec la fin de la présentation de Michel Bilbol, c'est que nous sommes dans la matrice, mais nous avons une image de notre cerveau qui est en train de fabriquer la matrice dans laquelle nous sommes. Mais nous n'avons qu'une image de ce cerveau. Nous n'avons qu'une image de ce cerveau, mais ça marche quand même, c'est-à-dire qu'en travaillant sur cette image de cerveau, en essayant de comprendre comment il fonctionne, alors ça nous éclaire sur les détails qui existent dans cette matrice et comment elle est fabriquée. Mais on est toujours dans la matrice. Et donc cette histoire d'objectivité, de subjectivité est un flanc total, c'est-à-dire, en fait, tout est subjectif, bien entendu, tout est subjectif, c'est nous qui fabriquons tout. Sauf qu'on le fabrique de façon intersubjective, donc on y croit tous, et puis par moment on prend un coup sur la tête, on appelle ça la réalité, c'était pas prévu, ça fait mal, donc il faut s'en prémunir, et donc on appelle ça la réalité, et on en a très peur. Alors, voilà ce qu'on est. Alors la médecine là-dedans, ce qui complique, c'est que, en fait, la médecine a mis ce problème de côté, de façon quasiment définitive, elle l'a même clivé. Elle l'a clivé parce que Hippocrate, c'est Quetel qui écrit ça dans son histoire de la folie, il dit que pour Hippocrate, l'âme appartient au philosophe, le corps au médecin. Et donc du coup, cette histoire de on est dans la matrice, on le met de côté, c'est pour les philosophes. Le médecin, lui, il s'occupe du corps. Alors bien sûr, c'est un corps fantasmé, hein, mais, et là aussi, il faut être honnête, quand on est très malade, il y a une effraction du réel. Hein. On ne sait pas imaginer la grande maladie. On ne l'imagine pas, elle est impensable. Et donc, quand on est malade, c'est le réel, et c'est peut-être pour ça qu'on dit que la médecine s'occupe du corps. Et donc, du coup, dans la pratique médicale, il y a un clivage. D'un côté, il y a une pensée médicale qui est une pensée physiologique. Le sujet pensant souffrant est absent de la pensée médicale. 10 heures de cours de psychologie médicale dans les études de médecine, donc c'est un fait, il n'existe pas. Mais dans la pratique médicale, il est là, bien entendu. Quand on dit bonjour madame machin, comment ça va, ça va pas, etc. On est avec un sujet pensant, la pratique médicale est avec le sujet pensant, la pensée médicale est étanche par rapport à la pratique médicale. Alors bien sûr, pour la psychiatrie, est coincée. Puisque la psychiatrie, elle s'intéresse au sujet malade en tant que sujet pensant. Donc nous, on est dans la matrice du début jusqu'à la fin. Ce qui donne à cette spécialité une tonalité si particulière.
Alors, au total, que penser de physiologie et maladie de l'âme? Eh bien, on peut imaginer une physiologie et ça marche assez bien, c'est-à-dire dans notre matrice, effectivement, on peut arriver à essayer de se représenter la structure qui la fabrique et dans laquelle on est. Et ça marche un peu, et donc du coup ça nous rassure. Et d'ailleurs, comme ça nous rassure, on croit que c'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la physiologie, elle dit le vrai des maladies mentales. Mais en fait, c'est un outil. C'est comme la physique statistique, elle est un outil qui permet de se représenter différemment l'entropie. La physiologie est un outil conceptuel, qui permet de se représenter un sujet pensant. Et puis c'est aussi un outil qui permet de dévoiler des thérapeutiques. Et donc tant mieux, c'est toujours bon à prendre d'avoir de nouvelles thérapeutiques. Mais c'est qu'un outil parmi d'autres, et il ne faut surtout pas croire qu'il a une quelconque légitimité à dire la réalité du fonctionnement psychique. Merci pour votre attention.